Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Après le Sénat, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été auditionné mercredi 27 mai par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale chargée de l'examen de rapports de vacances parlementaires. Devant ses élus, Liaou a apporté des éclaircissements approfondis sur les principales préoccupations relevant de son secteur, concernant notamment l'assainissement, la maîtrise des effectifs et la lutte contre les fraudes dans l'administration publique congolaise. Betty Tonfoumou pour les commentaires. Face aux députés nationaux, le VPM a apporté des éclairages approfondis sur les principales préoccupations relevant de son secteur. Sur le 1 425 086 agents déclarés au départ, seuls 677 630 ont été certifiés réguliers. À ce jour, identifiés physiquement sur l'ensemble du territoire national. Les annuaires de ces agents, avec leurs identités et leurs photos, sont désormais publiés. Ce fichier nous a permis de mettre fin aux usurpations d'identité, de détecter les cumuls frauduleux et de rendre la gestion des ressources humaines enfin transparente. Grâce aux ressources mobilisées par le gouvernement de la République, avec l'appui précieux de partenaires financiers, principalement la Banque mondiale, nous avons déployé des équipes dans toutes les provinces, dans tous les territoires de la République. Nous sommes conscients qu'il y a encore dans certains coins du pays quelques retardataires à rattraper, notamment dans le Sankourou, le nord et le sud du Kivu, pour des raisons évidentes, mais aussi ailleurs. Nous envoyons progressivement dans ces zones des missions de rattrapage afin de ne laisser personne, mais alors personne, sur le carreau. Dans un climat de change franc et républicain, l'autorité a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes engagées pour une fonction publique plus performante et moderne. Cette séance de travail a également permis aux élus nationaux d'obtenir deux réponses précises sur plusieurs préoccupations relayées depuis leurs bases respectives, consolidant ainsi le dialogue institutionnel entre le gouvernement et la représentation nationale. L'intérêt des entreprises portugaises pour le développement du corridor des Lobito ainsi que les différentes opportunités d'investissement dans les secteurs du transport en République démocratique du Congo ont été au centre d'un entretien mercredi 27 mai 2026 à Kinshasa entre le vice-premier ministre en charge de transport Jean-Pierre Bemba et Mario Soares Gomes, ambassadeur du Portugal en République démocratique du Congo. Les deux pays s'accordent sur les renforcements de leur collaboration en vue de développer les infrastructures aéroportuaires, routières et ferroviaires en République démocratique du Congo. Récit signé André Ikoma. Évaluer le développement du corridor de Lobito et voir comment les entreprises portugaises peuvent contribuer à ce développement infrastructurel en République démocratique du Congo. C'est autour de cette problématique que les discussions entre les deux parties ont tourné. À l'issue de cette entrevue, l'ambassadeur portugais Mario Gomes a évoqué l'intérêt manifeste des entreprises portugaises à mettre leur expertise au service de populations congolaises, notamment dans les domaines des infrastructures routières et ferroviaires. Le corridor de Lobito, bien sûr, parce que ça va être stratégique du point de vue du développement économique du Congo, mais de toute l'Afrique centrale. Et qui est aussi très important pour l'Europe, pour les États-Unis. Il y a des entreprises portugaises qui ont des intérêts aussi dans le développement du corridor de Lobito, mais il y a d'autres projets, notamment au niveau de la construction de ponts, au niveau de la construction routière qui nous intéressent et qui ont aussi, ou qui auront aussi un fort impact au niveau du développement de votre pays. Le Portugal, qui a le deuxième réseau routier le plus important au monde, compte partager l'expertise de ces entreprises avec la République démocratique du Congo en matière de développement aéroportuaire et ferroviaire.
L'assainissement de la ville de Kinshasa, oui, mais avec quels moyens financiers? La problématique a été débattue mercredi dernier au ministère du Budget. Le bourgmestre de 24 communes de la ville ont plaidé pour la révision de mécanismes de perception de taxes locales et un financement plus direct de leur municipalité. Les tours d'horizon de cette rencontre avec Igor Biwaka. Ils étaient reçus par les directeurs du cabinet du VPM du Budget. Le bourgmestre de 24 communes de la ville de Kinshasa, réunis en collectif, ont passé au crible plusieurs questions, dont celle d'assainissement de la ville, confrontée à une insalubrité criante. Face à l'urgence d'y apporter des solutions efficaces, ils ont plaidé pour une dotation conséquente des moyens financiers afin que les ETD soient à même de répondre aux défis d'assainissement. Avec une capacité d'action très limitée, les municipalités de la capitale ne disposent pas d'une taxe d'assainissement, révèle-t-il. Lorsque l'on rend ce service public d'assainissement, il faudrait qu'en principe nous percevions une taxe. Cette taxe-là, à ce jour, selon qu'il est placé dans l'ordonnance loi 18004, elle ne revient pas aux entités territoriales décentralisées, les communes particulièrement. Donc c'est une taxe qui nous échappe. Donc déjà à notre niveau, nous ne savons pas mobiliser les moyens pour assurer l'assainissement. Ces bourgmestres ont également plaidé pour la régularisation de leur situation salariale et l'amélioration de leurs conditions de travail. Leurs doléances ont trouvé un écho favorable. Une séance technique approfondie est annoncée très prochainement pour harmoniser le point de vue et dégager des solutions durables. Je l'annonce au sommaire de ces journaux après le passage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au marché central de Kinshasa. Le VPM de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a procédé ce jeudi 28 mai à l'inspection du dispositif sécuritaire déployé aux environs du marché central de Zando. Le but de cette démarche est d'encadrer les travaux d'assainissement aux abords de ces centres de négoce. Émile Kassangalo-Pepe pour les compléments d'information. Dès la rue Bokassa à Rwakadingi, en passant par Tombalbaye, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a effectué une descente d'inspection au grand marché de Kinshasa, Zando, pour évaluer les dispositifs sécuritaires déployés afin d'encadrer les travaux d'assainissement aux abords de ce complexe marchand. Une ronde fait suite à l'instruction ferme du commandant suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Mwadianvita, était accompagné du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Bonza Mouilambwe, du général de brigade chargé des opérations et renseignements, ainsi que du commandant de la 14e région militaire. Face à l'attitude professionnelle des unités FARDC commises à cette tâche, le VPM de la Défense nationale se dit satisfait de la vigilance et l'encadrement dont font montre le FARDC. Il les a invités à observer la discipline et la fermeté d'une armée républicaine et professionnelle dans l'exercice des ordres reçus, tout en gardant un œil vigilant. Comme on pouvait encore les constater dans ces images, les grandes artères qui entourent ce centre de négoce érigent encore de tas d'immondices qui menacent la santé des riverains, usagers et commerçants. Toujours dans ce même chapitre, pendant ces temps, Kinshasa engage une lutte acharnée contre le marché pirate et l'insalubrité. Après le passage du président de la République au marché central de Zando, l'exécutif provincial initie une série d'opérations pour l'écurage du caniveau et l'évacuation des déchets. Pour la société civile, les points de vue restent partagés. D'un côté, elle salue la mesure et appelle à sa pérennité. De l'autre, elle pointe du doigt la responsabilité des autorités provinciales. Reportage signé Patrick John Mukingeshai, Emile Kassonga et Ruben Manata. Kinshasa engage une lutte acharnée contre l'insalubrité et le marché pirate. Plus qu'un sobriquet, les actions sont visibles sur terrain. Depuis le passage du président de la République au marché central communément appelé Zando, les autorités provinciales passent à la vitesse supérieure. Curage des caniveaux et évacuation de déchets. L'opération est menée à millimètres près pour rendre à la ville l'image de Kinlabel. Une action que la société civile salue et appelle à sa pérennité. Quand le chef de l'État est venu, il a trouvé l'insalubrité criante. Un coup de chapeau au chef de l'État. Voilà aujourd'hui
ce qu'est devenu Zando. Que le président de la République mette un peu d'eau dans son vin. C'est la faute du gouvernement provincial qui vend chaque jour le taxe, mais qui ne font rien pour assainir le marché central. L'ancienne équipe ne faisait que bouffer de l'argent sans rien faire. Le président qui t'a quitté, un mois avant que le bateau vraiment. Dans l'autre paire des manches, cette société civile critique une gestion chaotique qui a occasionné l'insalubrité criante dans la capitale censée être le miroir du pays. Il y a des immondices, mais il y a des gens qui passent chaque jour là-bas percevoir de l'argent sur les questions d'environnement. Nous avons un ministère de l'Environnement, quel est son travail? Vous voyez ça? Alors, les recommandations, il faut les donner à des gens qui veulent vous entendre. Et ils ne nous entendent pas. Il faut que les bénéficiaires, la population qui subit tous ces dégâts soient sensibilisés et que la population se réveille. Pour le moment, notre travail, ce n'est pas ceux qui décident, c'est la population. Elle qui est dans des conditions où il n'y a pas la lumière, où il cohabite avec des mouches, où il y a l'insalubrité dans la ville. Mais on se demande même s'il y avait des camions. Qui chasse, qui nous propre, on a entendu. On a changé de nom. Et ça reste toujours le même carcan avec les mêmes résultats qui n'avancent pas. Nous avons même toute une régie d'assainissement de la ville qu'on ne sent même pas sur le terrain. Pendant ce temps, l'exécutif national engage des fonds nécessaires pour assainir la capitale. Le dernier en lice, le déblocage de 250 millions de dollars américains inscrits dans le cadre du projet Kinshasa Label. Autre chose dans ces journaux, ouvertes depuis lundi, les assemblées annuelles 2026 de la Banque africaine des développements se poursuivent à Brazzaville autour des enjeux des financements du développement africain. La BAD alerte sur l'existence de milliards de dollars américains disponibles mais difficilement mobilisables, faute de projets bancables. Une déclaration qui ne passe pas inaperçue auprès de certains entrepreneurs africains. Ces derniers dénoncent une mauvaise appréciation de leurs projets et appellent à un changement de paradigme sur le financement du développement. Le détail avec Ben Chokuta. Pendant 5 jours, différents experts à Brazzaville réfléchissent profondément sur la mobilisation des ressources pour financer le développement africain. Lors de son intervention, le président de la BAD, Sidi Ouldouta, indique que des centaines de milliards de dollars sont disponibles pour investir en Afrique, mais restent peu utilisés faute de projets suffisamment structurés, bancables. Rappelant qu'un projet sur 10 seulement atteint son bouclage financier. Sur le terrain à Kinshasa, des entrepreneurs contestent cette lecture. Nous devons éviter un peu ces discours historiques, anciennes. Non, il faut qu'on soit à l'ère du temps. Moi, je connais un peu le débit des Zuckerberg. Est-ce que si c'était dans le continent, on devait dire qu'il n'était pas bancable? Vous comprenez? C'était du bimatériel. C'est uniquement de l'intelligence. Ces acteurs appellent à un changement de narratif et à une meilleure prise en compte de réalités économiques locales. Mais maintenant, il faut que cette banque puisse avoir une branche qui doit se spécialiser auprès du secteur privé, les start-up. Parce que c'est ces entreprises, cette génération d'entreprises qui peut permettre que cette banque devienne une meilleure banque du monde. Le président de la BAD insiste toutefois sur la nécessité pour l'institution de ne pas se limiter au financement. La Banque africaine de développement doit de plus en plus se positionner non seulement comme une institution de financement, mais comme une institution catalytique, une plateforme capable de réduire les risques, de mobiliser davantage de capitaux, de connecter investisseurs africains et internationaux et de transformer des opportunités dispersées en investissements bancables. Le financement reste l'un des défis majeurs auxquels font face les entrepreneurs en République démocratique du Congo, comme dans l'ensemble du continent. Ces assises apparaissent comme une opportunité pour dégager des solutions concrètes face aux besoins urgents en infrastructure, énergie et transformation économique. Parlons santé dans ces journaux. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola des souches Bundibugyo. L'exécutif national, à travers son ministère de la Santé publique, a lancé la construction de centres techniques Ebola normés. Cette initiative menée avec l'appui de partenaires techniques et financiers traduit l'engagement des autorités congolaises à assurer une prise en charge optimale des patients atteints de cette maladie. Suivez.
Face à la résurgence de la maladie à virus Ebola, la République démocratique du Congo s'active. Après l'étape des financements, une nouvelle page s'ouvre dans la riposte contre cette crise sanitaire. Le ministère de la Santé publique, à travers l'Institut national de santé publique, vient de lancer la construction de centres de traitement Ebola normés. L'ambition est de renforcer le système sanitaire national face aux épidémies. L'initiative est menée grâce à l'appui de partenaires techniques et financiers. Le centre normé de Rwapara, parce que déjà Rwapara fonctionne avec un site transitoire de 19 lits. C'est ce qui fait fonctionner Rwapara. Et là, nous sommes dans la mise en place des centres normés de 32 lits qui est appuyé par Alima. Et au fait, le 32 lits, se divise en deux. On a 16 lits, des chambres individuelles avec possibilité de suivre l'évolution des malades par une zone à faible risque où nous plaçons des plexiglas. Et puis, il y a une facilité de canaliser, de perfuser, de donner de l'oxygène, voire même de transfuser des malades à partir de la zone à faible risque. Au-delà de l'aspect infrastructurel, ces centres de traitement Ebola normés symbolisent une approche moderne et durable de la santé publique. Ils renforcent les capacités nationales de réponse rapide et contribuent à restaurer la confiance de la population envers le service sanitaire. Toujours dans ces secteurs de la santé, dans les soucis de moderniser le syndicat, Jean-Fidèle Boyo, coordonnateur de l'intersyndicale de ces secteurs, a procédé ce jeudi 28 mai 2026 au siège de cette structure à Kinshasa à la remise d'ordinateurs aux représentants des différents syndicats membres de la plateforme. Une démarche qui vise à appuyer le développement syndical du secteur de la santé. À en croire le coordonnateur de l'ISES, amener le syndicat au développement implique l'amélioration de prestations, d'où le bien fondé de cette initiative. Betty Tonfoumou nous en parle. Puis au développement syndical du secteur de la santé, tel est l'objectif poursuivi par l'activité de ces jours. Après une série de formations de cadres de mouvements syndicaux sur le management, le leadership et l'entrepreneuriat, l'heure est désormais à la conciliation de la théorie et de la pratique. Selon le coordonnateur de l'ISES, amener le syndicat au développement implique l'amélioration de prestations. Nous voulons rendre efficaces nos syndicats pour défendre valablement l'intérêt de nos syndiqués, surtout les amener au développement. Comme vous le savez, les syndicats ont aussi une mission éducative. Donc il faut chercher des mécanismes pour éduquer nos syndiqués. Alors, dans le cadre de l'intersyndical, nous venons de doter les outils de travail à chaque syndicat pour aller développer ce que nous avons appris de nos différentes séances de formation. Comme vous le savez, nous sommes en train d'améliorer la qualité, la performance de chaque syndicat. Il y a aussi des formations qui vont continuer, il y a aussi des centres terrain qui vont continuer. On fait un effort d'améliorer notre prestation syndicale. Quant aux représentants de syndicats, ils ont à l'unanimité salué cette initiative qualifiée d'inédit dans la sphère de syndicats. Je suis venu répondre à l'appel de l'intersyndicale pour retirer l'ordinateur de renforcement des capacités qui nous a été promis pour que nous puissions connaître la performance dans le travail. Je félicite le coordonnateur pour les initiatives qu'il est en train d'initier, plutôt de prendre pour le développement de nos syndicats. Il sied de signaler qu'outre les ordinateurs portables, les représentants des syndicats ont également reçu chacun une clé USB contenant la vidéo de l'atelier de formation auquel ils ont pris part. Si l'essor de l'intelligence artificielle transforme et apporte une contribution particulière dans la réalisation de tâches professionnelles, il alimente toutefois des inquiétudes sur l'avenir de certains métiers. En République démocratique du Congo, où les formations spécialisées restent encore limitées, la question de l'adaptation et de la préparation des jeunes à cette mutation technologique devient un véritable défi économique et professionnel à relever. Les acteurs du secteur estiment néanmoins qu'elle ne remplacera jamais totalement la créativité humaine, l'analyse et l'innovation. Récit de Grace Mayo et Joe Manana. C'est une situation qui alimente déjà la crainte. À l'heure du numérique,
l'utilisation de l'intelligence artificielle devient de plus en plus incontournable. D'aucuns s'interrogent sur la place de l'homme dans cette course à l'autonomisation et anticipent déjà une augmentation du taux de chômage. Cependant, l'IA reste un outil qui dépend avant tout de l'intelligence humaine. La créativité, l'esprit critique, l'émotion, l'innovation et la capacité de décision demeurent des compétences difficilement remplaçables. L'IA est en train de générer, mais l'être humain est en train de créer. Lorsqu'on parle de générer, on voit produire quelque chose en partant des modèles. La créativité de l'humain reste indispensable parce que l'humain est en train de ressentir. L'humain est en train de vivre quelque chose et l'humain a la capacité de transmettre l'émotion. En République démocratique du Congo, la question centrale reste celle de la préparation face à cette mutation technologique. Le pays ne dispose pas encore de formation suffisante et adaptée aux réalités de l'IA. Dans nos ministères, on nous parle de la formation professionnelle. Est-ce que la formation professionnelle, on va toujours parler, je ne sais pas moi de quoi, mais voilà une bonne cause pour former le jeune en intelligence artificielle. Pour que le jeune arrête d'utiliser l'intelligence artificielle seulement pour générer des textes. Nous devons nous mettre à jour, utiliser une formation professionnelle de l'IA. Il vient nous aider à la chaîne de production. Ajouter à cela la fracture numérique, une évidence s'impose. Entre menaces, la transformation de la main-d'œuvre, l'IA exige des compétences adaptées et une véritable politique de formation professionnelle pour créer des emplois. Et pour terminer, ouverte mercredi 27 mai 2026 à Kalemi, la 11e édition d'Expo Béton RDC met l'accent sur le développement intégré des provinces, les infrastructures et les corridors économiques comme levier de transformation de la République démocratique du Congo. Cette édition organisée dans la province du Tanganyika vise à promouvoir une nouvelle dynamique des croissances territoriales fondée sur la valorisation des potentialités locales, l'intégration régionale et l'attraction des investissements stratégiques. Images et commentaires. La ville de Kalemi accueille la 11e édition d'Expo Béton RDC, un rendez-vous annuel consacré aux infrastructures, au développement économique et aux opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Pour cette édition 2026, les discussions sont largement orientées vers la transformation de provinces en véritables moteurs de croissance capables de soutenir le développement national. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les autorités congolaises ont mis en avant une approche basée sur les corridors économiques et les développements territoriaux intégrés afin de connecter davantage les provinces aux grands circuits commerciaux africains. La province du Tanganyika apparaît comme une zone stratégique dans cette vision, notamment grâce à son ouverture régionale, son potentiel logistique et ses importantes ressources naturelles. Développement intégré de la République démocratique du Congo par province, cas de la province du Tanganyika. À travers le thème ci-dessus, je m'en vais vous exposer la nouvelle dynamique développée au niveau du ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, visant à accélérer le développement intégré, équilibré et durable de la République démocratique du Congo. Notre réflexion repose sur deux axes complémentaires. Premièrement, les corridors économiques et deuxièmement, les développements intégrés par province. D'une part, les corridors économiques structurent les grandes artères logistiques, commerciaux et industriels nationaux et régionaux. Et d'autre part, le développement par province, quant à lui, garantit l'équilibre territorial, l'inclusivité et la valorisation des potentialités locales. Les échanges ont porté également sur plusieurs projets structurants liés au rail, au port, à l'énergie, au tourisme, à l'agriculture et à l'exploitation du lithium de Manono, considéré comme un minerai stratégique dans la transition énergétique mondiale. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce jeudi dans la capitale congolaise. Bienvenue à cette revue de presse consacrée à l'économie et aux finances. Le journal La Tempête de Tropique titre dans sa page 6 à Brazzaville 3 milliards de dollars mobilisés pour le fonds bleu du bassin du Congo.
En marge de la 61e Assemblée annuelle de la Banque africaine du développement, Brazzaville a accueilli une table ronde de bailleurs de fonds destinés à financer le programme prioritaire du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Créé en 2016, ce mécanisme vise à soutenir le projet lié à la préservation de ressources naturelles dans le pays de la sous-région. Au total, 63 projets ont été identifiés comme prioritaires dans le secteur de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et de la lutte contre le changement climatique au bénéfice de 17 pays d'Afrique centrale et de l'Est. Les financements recherchés s'élèvent à 5,3 milliards de dollars d'ici 2028. Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso, qui dirigeait le travaux en présence de ses homologues centrafricains et gabonais, a salué cette première étape. Parmi les institutions engagées figurent la Banque africaine de développement, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, agence fiduciaire du Fonds bleu, ainsi que le Fonds de solidarité africain. Une mobilisation financière qui intervient alors que la Banque africaine de développement affiche un certain optimisme sur les perspectives économiques du continent. Lors de ses assemblées annuelles, l'institution a publié son rapport « Perspectives économiques en Afrique 2026 ». La BAD y prévoit une croissance moyenne de 4,2% pour le continent en 2026, après 4,4% en 2025. Selon la BAD, cette dynamique repose notamment sur de bonnes performances agricoles, le prix élevé de matières premières et plusieurs réformes structurelles engagées sur le continent. De son côté, le potentiel titre dans sa page 10 « Assainissement de Kinshasa, le bourgmestre réclame salaire et moyens ». Une délégation de bourgmestres de 24 communes de la ville de Kinshasa a été reçue mercredi 27 mai à la vice-primature du budget en l'absence d'Adolphe Mozito, vice-premier ministre en charge du budget. C'est le directeur du cabinet Blanchard Mokomba qui a recueilli les doléances de chefs d'exécutifs locaux centrés sur l'assainissement de la capitale et leurs conditions sociales jugées préoccupantes. Les bourgmestres ont d'abord réaffirmé leur volonté à appliquer les orientations présidentielles. Mais ils ont rapidement soulevé un obstacle de taille, l'absence de rémunération et de primes depuis leur nomination. Il s'agit d'abord de conditions sociales. Il vous souviendra que depuis notre nomination jusqu'à ce jour, nous ne percevons ni salaire ni prime. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de l'autorité compétente afin que ce problème soit porté au niveau du gouvernement et que de solutions appropriées soient trouvées, a déclaré le coordonnateur adjoint et porte-parole du collectif. Selon lui, la vision du chef de l'État ne pourra se concrétiser sur le terrain sans une dotation adéquate des entités territoriales décentralisées. L'assainissement d'un secteur qui demande énormément de ressources, a-t-il insisté, un taxe d'assainissement qui échappe aux communes. Le bourgmestre adjoint de la commune de Limeti est allé plus loin en pointant un verrou juridique. Il a expliqué que l'ordonnance loi numéro 18/004 prévoit bien qu'un taxe affectée à l'assainissement, mais que celle-ci ne revient pas directement aux communes. Cela nous prive de moyens nécessaires pour agir efficacement, a-t-il regretté. Outre les questions salariales, les bourgmestres ont également évoqué les difficultés liées à leur outil de travail. Le directeur du cabinet a pris acte de ces doléances et promis de le transmettre au vice-premier ministre. Il a annoncé la tenue prochaine d'une séance technique approfondie pour dégager de solutions pérennes. À l'issue de la rencontre, Isaac Mukendi s'est dit rassuré par le côté l'ouverture affichée par le cabinet, attaché selon lui à une décentralisation effective. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est ce rappel qui boucle complètement cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.